On m'appelle, donc je rentre dans une salle où je vois notre fils avec des fils partout, machin, dans une couveuse du SAMU, et on me dit on le transfère à l'hôpital de Nevers en réanimation néonatale. Il a passé 10 jours, je crois, 10-15 jours en néonatologie, et à la fin on nous a appelés et on nous a dit voilà, votre fils n'a rien d'anormal. Et on lui a dit alors tout va bien, alors tout est normal. Et ils nous ont dit non, ça on peut pas vous le dire. Nous on peut détecter un problème, mais on peut pas détecter la normalité. Et là, on dit OK. Et on leur dit, mais quand est-ce qu'on saura quand tout va bien ? Et ils nous disent, vous saurez quand tout va bien quand il apprendra à lire. Exécuté par qui ? Fabrice Florent. Bonjour, bonsoir, bon après-midi à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de Daron, le podcast où chaque lundi, à partir de 6h du matin, je donne la parole à un père pour lui faire causer de son expérience de la paternité. Je suis Fabrice Florent, dans la vie je fais des podcasts d'interviews et de discussions et je crée des contenus. Si vous aimez ce podcast, allez écouter la bande-annonce de celui-ci pour en découvrir plus sur moi et mes autres podcasts. N'oubliez pas de vous abonner sur votre appli de podcast préféré, d'y mettre un cool commentaire et 5 étoiles, notamment sur Apple Podcasts, et de partager cet épisode autour de vous s'il vous a plu. C'est le meilleur moyen de m'aider si vous aimez mon travail. Ça s'appelle un bidouillage, ça. Commence pas à juger ma config, hein, d'accord, ça marche très bien, tu vois. Je vois bien commenter là, t'es en train de regarder mon bins et de dire c'est pas tout à fait professionnel ça. Non, pas du tout. Pas du tout. Regarde, tu vas voir à quel point c'est professionnel parce que ce qui compte, c'est ce qu'on va faire de ce moment-là, c'est pas ça. OK. Tu me dis ça, on a commencé ? On commence ? On a commencé. OK ? Moi je commence quand tu veux. D'accord. Ouais, mais écoute, quand tu veux. Moi, alors donc, je vois Histoire de Daron sur le net comme ça, sur un podcast, parce qu'en fait, je cherchais des histoires et que le soir, j'ai besoin d'avoir une petite histoire pour pouvoir m'endormir. C'est un côté un peu enfantin. Alors, je fais beaucoup entrer l'accusé, mais entrer l'accusé pour les histoires pour s'endormir, si tu veux, c'est pas spécialement très positif. Donc, je cherche sans arrêt des histoires. Et puis il y a pas beaucoup d'histoires positives en fait en podcast. C'est généralement des crimes, c'est généralement des histoires parfois glauques, comme alors, je sais pas si on peut citer des podcasts, mais comme Transfert, qui est un super podcast, sauf que c'est rarement très positif et rarement apaisant pour pouvoir t'endormir. Bien que ce soit excessivement bien fait. Donc je tombe sur Histoire de Daron et Histoire de Daron, je vois déjà qu'est-ce que j'aime pas ce mot daron quoi. C'est vraiment un mot pourri ça. Ça c'est un truc j'ai même du mal, ça m'écorche la bouche que de le dire quoi. Mais pourquoi ? Rien que ça déjà c'est trop intéressant. Mais parce que daron ça met tout de suite une distance, tu vois, c'est comme t'aurais dit l'histoire de mon vieux, c'est exactement pareil, c'est un mot qu'accroche alors que papa, maman, c'est tellement doux comme mot, tellement joli ou je sais pas, il y a des enfants qui appellent leurs parents papou, mamou, manou, tout ce que tu veux, daron, ça accroche. Ça c'est un truc que tu projettes. Oui, mais c'est un truc que je projette, mais c'est qu'à moi. Je suis peut-être le seul à le partager, mais je suis en accord avec moi-même. Ok. Donc c'est une bonne chose. Hein, c'est déjà pas mal. Donc voilà. Et puis en plus de ça, j'écoute tes podcasts et la première impression que j'ai eue en ouvrant la porte tout à l'heure, je me suis dit en fait non, je vais tricher parce que j'ai regardé un peu qui t'étais. Je me suis dit mais finalement ce mec-là c'est un imposteur. Parce qu'à chaque fois que j'écoute ces histoires de daron, j'ai l'impression d'avoir 90 ans et j'ai l'impression que lui, c'est un jeune papa de 22 ans. Et j'arrive ici, mais je me dis, mais pas du tout. D'abord, je suis pas si vieux que ça. Et en plus de ça, il est pas si jeune que ça. Donc, non. A priori, non. Mais non. Donc, voilà, on n'a même pas une génération d'écart. Donc, non. C'est quoi une génération pour toi ? Une génération... 10 ans ? Non, une génération, c'est 20 ans. Okay. Non, c'est mon critère à moi. Donc, vous qui écoutez le podcast Histoire de Daron et vous osez pas parler parce que vous avez l'impression que vous êtes très très vieux par rapport à Florent, et ben pas du tout. Vous êtes aussi jeune que lui. Tu m'as appelé Florent, donc je vais t'appeler Alex. D'accord. Ah d'accord, merde. C'est non Fab. Fab. Ok, excuse-moi. C'est pas Fab Florent. C'est Fab Florent, mais Florent c'est mon nom, tu sais. Oui, mais ça je le savais pas. Je crois que ton nom de famille c'était Fab. Donc ok, Florent, Fab.
Fab. Donc Fab, je dois dire, je vais peut-être casser un mythe, mais Fab est vieux. Ah oui. Enfin, il est pas vieux, il est jeune, mais depuis longtemps. Ah, je m'en cache pas. D'accord, ok. Vraiment, les gens savent que j'ai deux grandes filles, tu vois, qui ont 15 et 13 ans. Enfin, c'est pas, si t'écoutes, je sais pas combien d'épisodes t'as écouté, mais tu vois, c'est pas non plus un truc que je cache, quoi. Ouais, mais quand je t'ai téléphoné, la première chose que tu m'as dit, c'est ouais, je suis content d'avoir des personnes d'autres générations, etc. Ouais. Je dis, Parce que j'ai eu énormément de darons qui ont entre 30 et 40, tu vois, et qui sont souvent jeunes parents de ce fait-là. D'accord. Et en fait, je crois que t'as pas le même rapport à la paternité quand t'as 30 ans que quand t'as 57, c'est ça? 57, ouais. Voilà. T'as pas le même rapport à la vie, t'as pas le même rapport au temps qui passe, etc., etc. Donc c'est pas forcément parce que c'est plutôt par rapport à mes autres. Alors je tu pose, es en train de. Je suis en mode avion, voilà, pour pas être embêté, excuse-moi. Ça va être dans le thème du podcast. Ouais. Non, oui, j'ai un peu la bougeotte. Et Donc voilà, je te disais, pour moi, c'est différent de. Je suis content que tu viennes parler là parce que j'ai pas eu beaucoup de darons de plus de 50 ans. Voilà, pour faire clair. Et moi, j'ai un petit garçon qui a 10 ans. Mm. Et un grand garçon qui a 23 ans. Mm. Donc, j'ai la double expérience. Et même, le premier, je l'ai eu à 23 ans. Donc, j'étais déjà un papa un peu plus âgé que les autres, quoi. Puisque on peut avoir... Je sais pas quelle est la moyenne d'âge, d'ailleurs. Tu as eu à 23 ans, Ah non, 33 ans. 33 ans, excuse-moi, okay, 33. C'est 30 ans, l'âge moyen du premier enfant, à peu près. D'accord. En France. Donc, j'adore parce que t'as pris le lead du podcast. Tu sais, moi, donc je sais pas trop si t'as écouté les épisodes, mais j'aime beaucoup laisser les choses faire, tu vois. Et puis parfois, je suis tout à fait capable de reprendre le lead, mais c'est trop drôle comme t'es parti. Et moi, j'aime bien expliquer aux gens un petit peu qui tu es. Donc, t'es Axel. Voilà. T'as 57 ans. J'ai 57 ans. Comme tu l'as dit, t'es 2 fois papa. Une première fois à 33 ans. Un peu plus jeune. Et là, dernièrement. À 47 ans. Voilà. J'ai eu 2 enfants avec 2 mamans différentes sur plein de points de vue, différentes parce que ce ne sont pas les mêmes, et différentes parce que des caractères totalement différents, mais 2 super mamans, et voilà. Et je suis un fan incontestable de ces 2 mamans, de la relation qu'elles ont avec leur fils. Et voilà, je suis très fier d'avoir eu ces enfants avec elles. Okay. J'espère que un jour, peut-être, elles pourront dire la même chose. Ok. On va en reparler, j'imagine. Absolument. Très bien. Merci beaucoup, Axel. La première question que je pose à tous mes invités dans l'histoire de Daron, c'est comment t'en es venu à vouloir devenir père? Je crois que alors, j'ai écouté tes podcasts, et effectivement, c'est une question que tu poses tout le temps, et j'ai impossible de te répondre. Je crois que ça a été en moi tout le temps. J'ai tout le temps rêvé, aussi loin que je me souvienne, d'avoir des enfants, et même plutôt une famille nombreuse, ce qui n'a pas été le cas pour plein de raisons. Et j'aurais sans doute adoré d'avoir 5 enfants et d'être en bout de table, et puis de les regarder vivre, parce que c'est ça qui est important. Je crois que c'est pas d'avoir ces enfants à soi, collés à soi tout le temps, mais c'est de pouvoir être dans leur périmètre de vie et de les regarder grandir, évoluer. Et voilà. Ok, c'est intéressant. Et donc, t'as eu ton premier môme à 33, c'est ça? Ouais, à 33 ans. Mais vraiment, c'était, alors bien sûr, il faut que tu trouves la personne avec, voilà, c'est toujours le même problème. Mais je crois que j'aurais pu dans l'impulsivité qui est la mienne, avoir un enfant beaucoup plus tôt, si j'avais trouvé, s'il y avait eu quelqu'un qui était venu me voir, enfin qui était avec moi et qui m'aurait dit je veux un enfant, je pense que j'aurais pas eu la sagesse de ne pas le faire. Et puis j'ai rencontré alors c'est quelque chose qui ne fait pas rire, enfin qui n'est pas risible, mais pour la petite anecdote, j'ai rencontré les 2 mamans de mes enfants en même temps. Il y a 25 ans, on était moi je suis moniteur d'équitation à la base, et je participais à un stage qui se déroulait à Deauville, et j'ai embauché la maman de mon grand garçon, et là-bas avec un copain, on a passé une semaine. Le soir, les moniteurs se retrouvent, et on était 4 avec
un copain que j'ai toujours, que j'ai d'ailleurs appelé avant de venir, pas pour cette raison, mais pas pour la raison de lui dire que j'allais parler de lui, mais voilà, on a passé une semaine tous les quatre. À la fin de la semaine, je suis parti 17 ans avec la maman de mon grand garçon, et après 17 ans, lorsqu'on s'est séparés, eh bien j'ai passé 3 ans avec la deuxième personne qui était là et qui a été la maman de mon deuxième garçon. Waouh. Voilà, ça c'est la petite histoire. Sacrée trajectoire du de début. vie, quoi. Et puis ouais, j'ai toujours voulu être papa, aussi loin que je me rappelle, et sans doute aussi parce que j'ai vu le mien, qui est un papa plein de douceur, qui lui est heureux justement quand il est dans le périmètre de ses enfants. Je crois que quand on vient le voir 5 minutes, il est content. Quand on l'appelle pas pendant 15 jours, bah, il se dit que finalement on doit être heureux ailleurs. Si je viens à l'improviste et que je lui dis je reste 3 mois, je pense que ça lui posera pas de problème, et il accepte tout, et voilà, c'est un vrai papa bienveillant. Il l'a été avec moi, il l'a été avec mes frères, et d'ailleurs je me rappelle que chez moi c'était un peu la maison du bonheur où tous les copains de mes frères venaient quand ils voulaient. On croisait souvent des gens qu'on n'avait jamais vus, donc c'était pas un problème. Et je l'ai vu une seule fois piquer une crise. C'est un jour, pour la petite anecdote, où il y a 2 copains à un de mes frères qui viennent à la maison, mais il y avait aucun de mes frères qui était là. Et les 2 mecs passent devant le canapé dans lequel mon père regardait la télévision. Et ils disent ah bonjour monsieur, on est des copains de Jérôme là, donc voilà, on va dans sa chambre. Hein. Et mon père dit oui. C'est-à-dire qu'il y a personne à part ces 2 mecs-là dans la voiture, mais dans la maison, mais lui les laisse rentrer. Mais il a piqué une crise 5 minutes après, quand les 2 mecs sont repassés dans l'autre sens, en caleçon, avec une serviette sous le bras, en disant bon bah on va aller prendre une douche. Et là mon père leur dit hey, les copains là, vous avez pas une douche chez vous? Ah si monsieur, bah alors hop, dehors. Et il les a foutus dehors. Voilà, on avait atteint la limite qu'il pouvait supporter, mais je trouve que cette limite déjà pour un papa était vraiment très très loin. Ok. Waouh. Et donc, ton objectif de vie, quelque part, c'était aussi de pouvoir reproduire ce modèle que tu avais pu avoir, c'est ça? Ouais, oui aussi. Ouais. Enfin, j'avais vraiment une vraie envie d'enfant. Donc mon père est bien sûr un exemple, comme je crois que tous les pères sont des exemples pour leurs enfants, pour leur modèle de père qui seront plus tard. Et puis dans les autres faits marquants, il y a un film qui m'apportait aussi et qui parle justement du père qu'il est. C'est un livre de John Irvine qui a fait un film fabuleux qui s'appelle Le Monde selon Garp. Et dans Le Monde selon Garp, il y a ce personnage joué par c'est pas Tom Hanks, c'est pas DiCaprio, c'est ça? Non, c'est pas non, c'est beaucoup plus vieux que ça, celui qui s'est malheureusement donné la mort, qui a joué dans Will Hunting, dans Robin Williams. Voilà, joué par, je crois que c'est un des premiers films de Robin Williams. Et dans ce film-là, il y a des personnages qui sont délicieux. Lui, bien sûr. Roberta, qui est un joueur de football américain de près de 2 mètres, qui est devenu transgenre, donc il a fait sa transition pour être une femme, et qui est un personnage succulent, de tendresse, de gentillesse, d'amour, et voilà. Et ce personnage de Robin Williams, Garp, est vraiment très très chouette. Je me souviens surtout d'une scène où il dit à sa femme, ou sa femme lui demande de sortir, il dit à sa femme, bon, ce soir, on sort, et ils vont dans la voiture, et sa femme lui dit, très enthousiasmée de la sortie qu'elle va faire au restaurant, ou au cinéma, ou je ne sais pas ce qu'elle imagine, elle lui dit, alors, où on va, où tu m'emmènes, et lui, il bouge pas, il la regarde, et elle fait, oh non, pas encore une fois regarder les enfants dormir. Et ils finissent toute la soirée à la fenêtre qui est ouverte, et ils regardent leurs 2 enfants dormir. Et tu te dis, waouh, quel sacré papa. J'ai pas été ce papa-là, mais c'était mon modèle. Enfin, c'est mon modèle. Ok. Comment tu te souviens de comment s'est passée l'annonce de la grossesse de ton premier enfant? Alors ça a été un test. D'abord. C'était un test. Enfin, ça a été un test. C'est-à-dire que, en fait.
Non. Ici, je sais pas. Voilà, il y a des choses qu'il faut dire, qu'il faut pas dire. J'en sais rien, mais je vais lâcher les chevaux, comme on dit. En fait, donc c'était une envie tout le temps. Ma femme est issue d'une famille entre guillemets traditionnelle. Ça n'a rien de négatif, et que en fait au début ça a pas marché pendant quelques mois, une dizaine de mois. Et je sais si elle écoute le podcast, elle va me détester, mais en fait, une semaine avant, nous n'étions pas ensemble parce que j'étais avec des copains. Et une semaine après, nous étions ensemble, mais on était en stage avec des enfants, donc il peut rien se passer. Et donc, je sais que notre fils est un vrai fils de l'amour, puisqu'il a été fait le jour de notre mariage. Voilà. Ah. Une semaine avant, une semaine après, c'était pas possible. Alors, voilà. Donc, et je sais que quand on était ensemble, elle détestait que je raconte ça. Mais pourquoi? Ben, je ne sais pas. Alors donc. Okay. Je crois après, elle a fait un test, elle me l'a dit, et elle au début, c'est moi qui ai beaucoup poussé. Hein, elle voulait pas d'enfant, et bizarrement, dès qu'il est né, c'est devenu instantanément une lionne vis-à-vis de son fils. Elle est protectrice, elle est douce, elle est accompagnante, elle est plein de belles choses. Et je me souviens quand elle me l'a dit, on a attendu les 3 mois fatidiques pour dire que tout se passe bien. Et puis là, j'ai été acheter des petits chaussons, des tout petits chaussons en laine, et sur un faire-part, on a collé à chaque fois un petit chausson, et en envoyant ça à mes parents, à ses parents, en disant voilà, le propriétaire de ce petit chausson chaussera le deuxième d'ici 6 mois, et il sera heureux de vous rencontrer. Voilà, ça a été notre envoi. Vous avez fait le faire-part de pré-naissance, en fait, ce qui se fait en général plutôt après la naissance. Ouais, je sais même pas si on l'a fait, en fait, le faire-part de naissance. Okay. Nous, c'était le moyen tendre d'informer les gens de notre famille, les gens qu'on aime, que voilà, on était heureux de partager ça avec eux, et que c'était très important pour nous. Et toi, comment tu vis cette grossesse alors que t'as envie d'être papa? Tu t'en souviens? Alors je m'en souviens pas tellement. Ça s'est passé, voilà, sans trop de, enfin, ça s'est passé tout au début sans trop de difficultés. Et puis aux alentours du 5 ou 6e mois, il y avait 3-4 choses qui étaient un peu, qui étaient des anomalies, et notamment le fait que ma femme avait beaucoup grossi, et on a commencé à s'inquiéter. Et donc, il s'est avéré qu'elle a fait ce qu'on appelle une toxémie gravidique. C'est un espèce d'empoisonnement du sang qui peut déboucher sur une prééclampsie, qui sont des convulsions, et c'est quelque chose d'extrêmement grave, mais aussi fréquent. Donc je me souviens. Attends, il faut juste que je respire. Vas-y. Je me souviens, en fait, la dernière semaine, quand je l'ai amené à l'hôpital, parce qu'on a été voir le médecin, un autre médecin que celui qui nous suivait, qui nous suivait. Et oui, qui vous suivait, oui. Oui, on a été voir. Alors, il y avait d'abord une amyosynthèse, puisqu'il y avait des risques de trisomie 21, qui étaient plus élevés suite à des analyses de sang. On avait rencontré un mec totalement à la masse comme médecin, qui avait fait la myosynthèse, mais a priori c'était un génie, c'était quelqu'un de très bien, mais je me souviens, on avait rendez-vous avec lui à 10h. Et vers 11h30, on voit un mec passer dans le couloir, on est à l'hôpital, hein. Visiblement, a priori, je pense que c'est lui, donc je me dis, 1h30 de retard, super, et en plus de ça, il était même pas avec un patient. Il rentre dans la salle, et dans son bureau, et sur le coup de midi, donc une demi-heure après, je le vois ressortir et repartir dans l'autre sens. Et je me dis, mais qu'est-ce qu'il fait? Finalement, il revient, et donc avec 2h15 de retard, il nous reçoit. Et là, le dialogue, soit il nous parlait comme si on avait 4 ans d'âge mental, soit il nous parlait comme si on était des médecins obstétriciens depuis 15 ans. Donc on était vraiment sur notre planète. Et donc il y a eu la myosynthèse, je sais pas, une semaine plus tard. Et je me souvian un mec bizarre. Je me souviens des infirmières qui étaient avec lui, qui au moment où il retire ses gants en latex, il y avait une infirmière derrière qui essayait d'anticiper l'endroit où il allait jeter les gants. Et donc voilà. Et donc il y avait pas de risque. Et je reviens à ma dernière semaine, où nous on avait un centre équestre.
Donc hospitalisation d'urgence, je vais voir une école qui était juste à côté pour leur dire que la séance de l'après-midi n'aura pas lieu. Je suis marqué par le fait que la première chose que je lui dis que j'emmène ma femme aux urgences, voilà, etc. La première réaction de l'instituteur, c'est de me dire mais est-ce que la séance va être reportée ? J'avais envie de lui dire mais je t'emmerde. Enfin, tu vois, j'avais envie de lui dire mais qu'est-ce que tu... Bref. On arrive à l'hôpital. Là, on voit 3 médecins, les uns derrière les autres, qui nous disent à chaque fois qu'on va revenir, qu'ils vont revenir. Bref, très rapidement, elle se retrouve en salle de travail. On est tout seul. Difficile, beaucoup de douleurs. J'ai été obligé d'aller chercher la sage-femme au bout de 3/4 d'heure, 1 heure. Qui voulait pas venir et qui disait que la péridurale marchait pas, machin, etc. Bref, finalement, je la force, elle vient et elle nous dit ah bah oui, c'est normal, il arrive. Donc on s'est dit mais enfin voilà et là commence une période difficile où il naît et la seule chose qu'elle dit c'est parce qu'il naît avec le cordon serré autour du cou et la seule chose qu'elle nous dit c'est ah c'est bizarre, il a les jambes molles et elle part avec lui et moi comme un zombie je la suis. Voilà, et puis c'est à ce moment-là d'ailleurs qu'elle dit c'est bizarre, il a les jambes molles, et puis mais sans me parler. Waouh. Et là, on est à l'hôpital, on est dans la chambre et on entend les gens qui parlent dehors. Qu'est-ce qu'on fait ? On le transfère pas. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait ? Et nous, on l'a vu très peu. Et à un moment donné, c'était le lendemain matin, je crois. On m'appelle, donc je rentre dans une salle où je vois notre fils avec des fils partout, machin, dans une couveuse du SAMU, et on me dit on le transfère à l'hôpital de Nevers en réanimation néonatale. Donc waouh, je pars, j'arrive à l'hôpital, je me trompe de service, je rentre en pédiatrie, donc je savais pas que la néonatologie c'était pas là. Il y a une porte devant moi, j'ouvre la porte, c'est un bureau, je ferme la porte, je m'assois et là je pleure pendant 15 minutes. J'étais cuit émotionnellement et il y a une dame qui arrive qui me dit mais qu'est-ce que vous faites là et je lui dis bougez pas, ça va aller. Et hop, je lui pose la question de la néonatologie, je reprends mes forces, je reprends le rôle que je devais être de soutien pour mon fils, pour ma femme et direction la néonatologie. Et là, il a passé 10 jours, je crois, 10-15 jours en néonatologie. Et à la fin, on nous a appelés et on nous a dit, bah voilà, votre fils n'a rien d'anormal. Et on lui a dit, bah alors tout va bien, alors tout est normal. Et ils nous ont dit non, ça on peut pas vous le dire. Nous, on peut détecter un problème, mais on peut pas détecter la normalité. Et là, on dit ok. Wow. Et on leur dit, mais quand est-ce qu'on saura quand tout va bien ? Et ils nous disent, bah, vous saurez quand tout va bien quand il apprendra à lire. Wow. Et apprendre à lire, tu dis, waouh, dans 4 ans, 5 ans, j'en ai des frissons de parler. Et c'est insupportable. C'est là, tu te dis, donc voilà, en plus de ça, ma femme a été assez forte. Non, pas assez forte, elle est forte. Ça a été surtout un truc pour moi, c'était très dur. C'était assez vraiment difficile. Et qu'est-ce qui était difficile ? Mais le fait de te dire voilà, on verra si tout va bien dans 3 ans, quoi. C'est dans 4 ans. C'est comme je sais pas. C'est dans 4 ans. Ça voulait dire que bah peut-être qu'il pourrait pas faire ceci, pas faire cela, qu'il aurait voilà. Et puis en plus de ça a faussé les choses. On a donc les 4 ans se sont déroulés très bien. Bon, moi j'étais totalement anxieux à me lever la nuit pour aller voir s'il dormait bien, parce que moi j'ai fait toutes les maladies, la mort subite du nourrisson, tu vois. Ouais. Donc là c'était voilà, donc très anxieux, ça c'est ma nature, mais encore plus quand on est papa. C'est fou quand même, parce que si ce mec t'avait dit tout va bien se passer, vous inquiétez pas, tout roule. Enfin, sans doute tes premières années de père se déroulent pas du tout de la même façon, en fait. Ouais, parce que t'es en train de projeter là ce que ce mec vient te dire, alors que en vrai, il a juste à te dire non, vous inquiétez pas, tout roule, il va bien, en fait. T'imagines ? Oui, mais je pense que les gens, les médecins comme ça, ils ont été très bien. Je veux dire, en néonatologie, quand on était là, quand on avait besoin d'eux, ils étaient derrière nous. Ouais. Quand on avait envie d'être seul, ils étaient jamais là, mais d'une manière instinctive. Donc on s'est jamais plaint de leur présence ni de leur absence. Okay.
Et donc ça a été aussi une force. Et je pense qu'à chaque fois, enfin moi, c'est aussi une philosophie de vie. Hein. Je crois que tout ce qui nous arrive, ça nous donne des forces aussi. Et ben mon fils, il a su lire avant de rentrer en CP. Okay. Et je pense que ce doute qu'on a eu tout le temps, eh ben, ça l'a sans doute boosté intellectuellement, parce qu'on était sans arrêt en train de, sûrement inconsciemment, de le tester, si ça, et puis il savait plein de choses. Donc voilà, donc il parlait des dinosaures. Il parlait des dinosaures, c'est ça, il était fan de dinosaures. Ah ouais, les dinosaures. Les dinosaures, moi, il m'a appris des trucs. Hein. Je me souviens un jour, il avait, je sais pas, 4 ans, 5 ans, où il me demande est-ce que je savais comment c'était. Enfin, il me demande dans les nuages sous quelle forme est l'eau. Bah, moi, je dis c'est de la vapeur. Il me fait non, c'est liquide. Ok. Bon bah. Donc je dis rien, je vérifie. Et en fait, il avait raison, mais il avait déjà des connaissances et une curiosité vis-à-vis de tout. Et je pense que c'est cet événement-là peut-être qui a aussi contribué au fait que il a un ciboulot qui s'est développé sûrement plus vite. Et mais par contre, on était sans arrêt en train d'imaginer ce qui pouvait se passer, ce qu'il pouvait avoir comme souci, etc. Et ça nous a fait louper un truc, c'est que quand il a eu 4 ans et demi, il va chez l'ophtalmologue sur un test sur un test médical avec le médecin, et on lui fait un test sur les yeux, etc. Et il se cache un œil, et puis là le médecin lui montre par exemple un vélo. Et il dit alors un bateau. Ok. Il montre une maison, il fait un soleil. Ok. Alors il lui montre le soleil, il fait un bateau, parce qu'en fait il avait enregistré les trucs avant, okay. Mais il essaie. Et là sa mère lui dit mais attends Mathis, tu dis n'importe quoi là. Et en fait on s'est aperçu qu'il voyait pas d'un œil. Et donc à cette époque-là, quand la seule manière de corriger, enfin il voyait pas, il avait un dixième, et donc on lui cache l'œil, on lui met un cache sur l'œil qu'il voit. Et là il passe 2 ans à peu près avec son cache. Donc au début à se cogner partout parce qu'il avait des lunettes, mais il fallait réapprendre. Et ça a été aussi une période dure. Il a été toujours hyper sérieux, hyper carré. C'était vraiment déjà un petit bonhomme totalement incroyable. Et hurlant dans son bain quand son cache se détachait, hurlant pour que sa mère vienne tout de suite lui remettre un autre cache, en respectant ce truc-là. Donc voilà, je te vois te perdre là dans tes pensées. Ouais, non. Comme je l'aime. Ah. Et donc voilà, donc tout va bien, il a rien, il grandit très bien, et il a eu la chance d'avoir une maman qui l'amenait tous les matins à l'école jusqu'à 12 ans, et un papa qui allait le chercher le soir à l'école, et à 12 ans on s'est séparés, et voilà, ça a été une histoire, c'est le début d'une histoire un peu plus difficile. Ok. Voilà, et je dois dire que j'ai été, on en parlera tout à l'heure, parce que j'ai découvert à 57 ans que j'avais une petite particularité, et en fait j'aurais aimé tout au long de cette vie avoir plus de patience que je n'ai pas, ne pas pouvoir de temps en temps m'énerver pour des choses qui devraient pas m'énerver, supporter des choses que je devrais supporter sans difficulté, et en fait j'expliquerai tout à l'heure pourquoi, mais en fait toutes ces choses que je ne supportais pas, c'est les choses dans le titre, que t'as un TDAH, donc les gens le sauront, voilà, c'est sur le TDAH, et en fait je m'aperçois, et j'ai reproduit ça avec mon petit garçon juste après, quand je l'ai pas su, c'est que tout ce que je supportais pas, c'est ce que j'ai été quand j'étais petit aussi, et c'est ce que je suis moins, mais c'est ce que j'ai été aussi. C'est-à-dire que quand j'étais enfant, effectivement, j'étais souvent le moteur, le leader, le machin, etc. Mais j'étais un pleurnicheur, comme on dit. Et ça arrive souvent chez les garçons. Et bizarrement, c'est un truc que je supporte pas, quoi. Et je me souviens de colères que je pouvais piquer, quand mon fils était pris par l'émotion, alors que c'est moi qui lui ai transmis ça.
ça m'énervait ouais, je suis triste parfois de cette injustice que l'énervement fait subir des fois. Tu vois, t'arrives le soir enfin t'arrives le soir, tu dis j'ai été nul, tu vois, mais tu sais plus trop comment le corriger, donc tu t'excuses, mais c'est pas très important parce que ce qu'il faut c'est pas le faire, pas s'énerver. Donc je n'ai pas été, j'avais un concept de père irréprochable, doux, aimant et tout ça. Je crois que je le suis avec plein de défauts que j'aimerais gommer et que j'aurais aimé gommer, voilà. Mais c'est très dur ce truc de. On parle souvent des injonctions qu'on fout sur le dos des mamans, tu sais, parce que les mamans elles ont plein d'injonctions sur le dos, mais en fait on parle assez peu des injonctions qu'on peut se coller en tant que père pour être un père bien, alors soit à l'inverse de ton propre père parce que ton père a été pas aimant, soit pour être dans les clous de ton père qui lui-même a été un père aimant, quoi. Et je trouve que c'est dur. Je trouve que c'est dur, vraiment, et que en fait c'est trop bien. Merci d'en parler parce que c'est un vrai truc qui permet de désamorcer ça aussi. Tu vois, je pense aux plus jeunes parents ou aux futurs parents qui sont en train d'écouter ça. L'important c'est de faire du mieux. Enfin, de toute façon, on fait tous du mieux qu'on peut, j'ai l'impression. Et c'est merci d'en parler, voilà, tout simplement, parce que je sens que t'as beaucoup d'émotions quand t'en parles. Et que t'es encore un peu en train de te flageller, peut-être, tu vois, à l'âge de 57 balais par rapport à toujours. Ça. Et c'est terrible. Je crois, si, voilà, le conseil qu'il y a dans l'éducation, c'est que il faut essayer de prendre conscience des imperfections qu'on a, les accepter. Il faut parler, il s'agit pas de faire carpette devant ses enfants et d'être permissif, mais il faut aussi ça construit, de dire que là j'ai eu tort et là tu vois c'est pas bien, et je le fais souvent avec mon petit garçon, des fois quand je m'énerve, et je lui dis tu sais pourquoi je m'énerve, et il me dit souvent oui je sais, c'est parce que t'as les mêmes défauts que moi et ça t'énerve très fort. Je fais ouais c'est ça, donc je t'embrasse et rappelle-toi d'une chose, c'est que je t'aime fort, quoi. Et on se dit beaucoup je t'aime, c'est avec mon petit garçon, et ça c'est important, et mon grand, je sais pas, je lui ai peut-être pas dit suffisamment que je l'aimais, mais je l'aime tellement fort, et je suis tellement fier de ce qu'il est, du bonhomme qu'il est, et de tout ça. Pourquoi tu lui as pas dit que tu l'aimais assez? J'ai pas souvenir de savoir si je lui ai dit suffisamment ou si je lui ai dit pas assez. Je pense que je lui ai dit, parce que je me souviens d'une fois où c'était un Noël, c'était il y a 4 ans, et où je lui dis peut-être encore une fois maladroitement que je l'aimais, et il me dit mais moi aussi je t'aime, papa. Mais il me dit ça, mais comme si j'en étais pas persuadé, quoi. Et voilà. Voilà. Alors, s'il y a beaucoup d'émotions, c'est que j'ai pas de nouvelles de lui depuis un an et demi. Donc, c'est pour ça aussi que c'est assez douloureux. Voilà. Je ne sais pas pourquoi. Donc, c'est encore plus douloureux à cause de ça. Tu veux qu'on en parle? Oui, on en parlera sans doute, oui, plus tard, ou. On peut en parler maintenant. Oui. Bah, écoute, on a, depuis que je suis séparé de sa maman, on a eu, je l'ai toujours vu, il a toujours été adorable, tout s'est toujours bien passé. On avait des rapports de papa, deux fois de copains, avec toute ma personnalité qui est parfois montagne russe, peut-être trop proche, trop loin, trop ceci, trop cela. Enfin, ouais. Je crois que si on me résumait, ça serait peut-être trop. Voilà. Avec sûrement le fait d'un amour trop mal exprimé, trop exprimé, enfin trop quelque chose sans doute. Et puis mon papa a perdu sa femme, donc ma belle-mère, il y a 1 an et demi. Et je crois que mon fils a toujours eu du mal à gérer ces moments-là, et je lui ai juste envoyé. Donc il n'a pas pu venir à cette cérémonie, ou pas voulu venir parce que c'était peut-être trop. C'était peut-être trop pour lui.
Et puis et moi, bêtement, ou je sais pas, j'ai relié ça au fait qu'il y avait une distance entre lui et moi, peut-être distance qu'il n'y avait pas, ou qu'il y avait que peut-être que pour moi. Et je lui ai envoyé une gentille lettre, me semble-t-il, peut-être. Enfin, je crois pas qu'elle puisse être mal interprétée, mais je ne sais pas. En lui disant que je voulais pas être un papa intrusif, que je voulais pas être un papa trop, et que je le laissais revenir vers moi quand il en aura envie, quand il aura envie de parler. Et voilà. Et depuis ce jour-là, j'ai plus de nouvelles, pas de réponse à mes petits messages, pas de réponse à mon petit cadeau de Noël, pas de réponse à mes vœux, pas de réponse à rien. Je crois savoir qu'il va bien. Je l'aperçois parfois, donc enfin sur une publication Facebook. Hein. Ouais. Il est beau, il semble fort. Il semble à l'aise dans ses baskets, donc j'espère je crois que tout va bien. Il fait de très belles études. Je crois qu'il est reconnu et qu'il réussit, donc je suis heureux pour lui. Et je crois qu'un message que je lui ai envoyé résume bien parce que sur ce, j'ai que des pensées positives pour lui, pour sa maman avec qui j'ai pas de contact, hein, mais pour j'ai pas de sentiments négatifs sur qui que ce soit, que des positifs. Et je pense que ce qui résume ma pensée aujourd'hui, c'est de dire que le texto que je lui ai envoyé il y a 2 mois, je crois, qui disait juste un petit message pour dire que je pense à toi, je t'aime et que je me réjouis du jour où je te reverrai. Donc voilà. Et les bons jours, je me réveille en me disant je suis content parce que on se rapproche. Alors je ne sais pas si ça sera dans 1 jour ou dans 10 ans, mais on se rapproche. T'as le droit d'être ému, tu sais, ici c'est autorisé. Ma fille qui a 13 ans m'a ghosté comme ça pendant 1 mois cet été à la rentrée. Ça a été une déchirure folle. C'est insupportable. Donc je comprends. C'est insupportable et d'un autre côté, je comprends aussi que tu lui laisses l'espace pour revenir vers toi. Ouais, tu sais, il y a toujours des gens qui sont toujours bienveillants, qui te disent tu devrais faire ça, tu devrais faire ça, tu devrais faire ça. Moi, si vous voulez reconnaître un copain ou une copine, c'est celui qui dit pas moi si j'étais à ta place. Parce que le copain ou la copine bienveillante, alors bon, il y en a qui peuvent faire des erreurs, mais d'abord il accepte votre douleur, il accepte la souffrance, il accepte votre différence, et puis il essaie de comprendre en vous questionnant. Mais si j'étais à ta place, ça se prononce pas, ça, parce que vous n'êtes pas à la place de la personne qui souffre, qui a ceci ou cela. Et donc voilà, moi on m'a dit plein de choses, tu devrais faire ceci, tu devrais faire cela, et puis bref, je veux même pas rentrer dans les détails parce que non, je ne ferai rien. Enfin, je ne ferai rien qui attaque. Je vais attendre. Non, je vais pas faire le siège en me mettant devant lui et en l'obligeant à me voir parce que c'est sa décision et je la respecte. Et en plus de ça, je crois que je serais pas trop capable de le vivre. Donc voilà. Et puis le truc qui me fait de la peine, c'est que aussi mon petit garçon qui a 10 ans, parfois il peut imaginer que c'est de sa faute. Et je lui dis non, ce n'est pas de ta faute. Ce n'est pas de ta faute. Il n'y a pas de problème. Et puis voilà, c'est une période de vie qui durera le temps qu'elle durera, mais il n'y a pas de problème. Moi, voilà, ce que je donne, c'est du positif, de l'amour, et je me réjouis du moment où je le reverrai. Je serai sans doute très ému, mais voilà. Et puis ça arrivera quand ça arrivera. Mais je suis prêt. Si jamais d'ailleurs tu m'as fait une surprise comme chez Jean-Pierre Foucault, n'hésite pas. Bref, voilà, donc... Il est pas, désolé, il est pas derrière la porte. Et justement, il est là maintenant. Non, ça va pas se passer comme ça. Mais ceci dit, si je puis me permettre, je vais pas te dire, et moi à ta place je ferai, mais j'ai la sensation qu'il y a beaucoup d'émotions qui sont dures à exprimer. Tu sais, tu racontais tout à l'heure que
t'as eu un breakdown d'un quart d'heure au moment où ton fiston il était justement en couveuse, etc., et que t'as pris un quart d'heure, tu t'es écroulé et que t'es reparti, quoi, tu vois. Et bon, c'est un truc que j'entends chez plein de pères, tu vois, d'une manière générale, et je crois que plus, alors désolé pour ça, mais plus les mecs sont vieux, plus c'est dur, parce qu'en fait on t'a pas éduqué à accepter tes émotions. Ça arrive un peu plus, j'ai l'impression, chez les mômes plus jeunes. J'imagine que ton fils, t'as sans doute pas le même rapport aux émotions que t'as pu avoir avec ton grand, quoi. J'ai pas trop de problème avec les émotions. Moi, j'ai pas honte de dire que depuis toujours, j'ai pleuré sur les films tristes. Et d'ailleurs, c'est. Tu te cachais pas, quoi, à l'époque? Ah non. Okay. Moi, il y a plein de films qui sont tristes et que j'adore. Et puis en plus de ça, j'aime les films tristes, ouais. quoi. J'aime bien de temps en temps quand t'as bien chialé devant un film. Voilà, moi j'aime bien pleurer devant la ligne verte. J'ai pleuré beaucoup. Et très bon film pour pleurer, la ligne verte. ouais, mais alors je peux vous en donner. Nos étoiles contraires, donc très bon film pour pleurer. Le Monde selon Garp, il y a des passages très bons films pour pleurer. Nous trois ou rien. Ah oui. Sublime histoire, si vous voulez rire, si vous voulez pleurer, là aussi. Et voilà. Et puis je suis même capable de me faire repasser les moments d'émotion, quoi, pour être bouleversé. Donc. T'as vu la série Ted Lasso? Non. C'est sur Apple TV. Les gens qui écoutent là, si tu veux. Ted Lasso. Ted Lasso, ouais. Ça commence comme une comédie pendant 5-6 épisodes, tu vois, donc c'est une série avec plusieurs épisodes. Et il y a un moment donné où ça bascule et ça devient d'un coup d'un seul une boule d'émotions folle. Vraiment. C'est vraiment super. Ça parle beaucoup de masculinité, justement, tu vois, de rapport au père, de rapport à la paternité, tout ça. Ça devrait te toucher. Alors maintenant on va passer au deuxième, au petit garçon. Donc le deuxième, ça a été donc une rencontre et puis très vite il était prévu. C'était une rencontre qui datait d'il y a 17 ans. Qui datait de longtemps, voilà. Donc on s'est re-rencontrés, ça a été très vite, c'était prévu, imprévu, les deux, ça a été une surprise sans lettre, ça a été c'est une femme qui avait ton âge, c'est ça? À peu près? Non, pas du tout. Alors, non, elle a 9 ans de moins que moi. Ok. J'ai une question pour toi. Oui, vas-y. Parce que c'est une question qui m'intéresse. Je crois pas que j'ai eu beaucoup de mecs de ton âge qui ont fait un enfant avec une femme plus jeune, si tu veux. Je me demandais à quel point il y avait un truc de... Tu vois, donc ton fiston, il a 13 ans quand... c'est ça 10 ans. Alors le premier? Le premier, oui. 12 ans. 12 ans. Qu'est-ce qui fait que tu te dis « Ok, c'est bon, j'ai envie d'y retourner dans les couches, dans le bébé, dans le bambin, etc. etc. » Alors déjà, moi j'ai toujours voulu un deuxième enfant. Okay. C'est enfin un deuxième, un troisième, un quatrième, voilà. C'est une des choses qui nous a sans doute séparés avec ma femme. C'était plus tard et je voyais l'horloge défiler et plus tard j'arrivais pas et voilà, et c'était très difficile pour elle d'en parler parce qu'elle avait vécu un truc super dur avec ça, donc avec ton premier fiston, tu veux dire? Ouais, c'était assez traumatisant. Okay. Et puis elle pouvait pas en parler, elle voulait pas en parler, donc ça a été un vrai blocage. C'est devenu après un regret puisqu'on en a parlé après. Donc voilà, mais moi c'était voilà, je pense que c'est lié aussi au TDAH, où c'est le TDAH, c'est des gens qui sont addicts à la récompense immédiate, qui sont addicts à alors à TDAH, ça. Pour expliquer, alors trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité qui procure un certain nombre d'avantages, et moi je me suis toujours concentré sur les avantages et beaucoup d'inconvénients. Les inconvénients, c'est une difficulté d'attention qui ne m'a pas permis de faire les études que je voulais faire, alors qu'a priori j'ai un ciboulot qui fonctionne pas trop mal et j'aurais bien aimé être pilote de ligne, mais j'ai été pas très bon à l'école. Ça a les avantages d'être créatif, d'aller souvent plus vite que les autres, de comprendre plus vite que les autres, d'être à l'aise dans le chaos. Je suis dans l'événementiel, donc à l'aise dans le chaos, c'est pas mal pour pouvoir anticiper les choses. Puis pour la petite histoire, on m'a toujours dit,
mon ex-femme me le disait souvent, de toute façon tu rebondis toujours. Et tu rebondis toujours, c'est une phrase, je détestais cette phrase-là, parce qu'en fait, le mec qui te dit tu rebondis toujours, ou la fille qui te dit tu rebondis toujours, en fait, ça la dédouane d'une certaine empathie et d'une certaine gentillesse avec toi au moment où il t'arrive un vilain plan, quoi. T'as un vilain plan et on te dit, ouais, de toute façon, tu rebondis toujours. Tu fais un boulot qui te plaît pas, donc, ouais, de toute façon, tu rebondis toujours. Tu perds ton boulot, enfin, j'ai jamais perdu mon boulot. Mais tu changes de boulot, ouais, de toute façon, tu rebondis toujours. Et ça m'insupportait. Et quand j'ai découvert le TDAH et que j'ai tapé, mon premier réflexe a été de voir les choses positives du TDAH. Elles ont été numérotées par un site. Et il y avait les 20 choses positives du TDAH. Et je tombe sur une case où il y a marqué, tu rebondis toujours. Et soudain, je comprends. Ça a été un des éléments qui me dit ah ouais d'accord, ok, je comprends pourquoi on me disait ça, pourquoi on me disait ça avant. Et en te parlant, bien sûr, j'ai perdu ce que je te disais avant, ce qui est aussi un des symptômes. Voilà, ah oui, perte d'attention, distractibilité maximum. C'est c'est pas très secret, mais l'autre jour je suis suivi par un psy et il me regarde et il me dit bon, il y a un truc qui va pas. Et je lui dis oui, il y a un truc qui va pas. Le truc qui va pas, c'est que derrière vous, il y avait un tableau. Le tableau a été enlevé et donc ça me perturbe. J'ai remarqué aussi que votre poubelle était vide et que la boîte en bois de mouchoirs qui est dessus, elle est vide aussi. Mais si la poubelle est vide, ça veut dire que la boîte de mouchoirs, elle est vide depuis un certain temps parce que sinon les mouchoirs se retrouveraient dans la poubelle. Et par rapport à ça, je me dis que d'habitude vous venez en vélo, ce qui me fait dire que vous habitez proche d'ici, mais aujourd'hui vous n'êtes pas venu en vélo puisque le casque qui est sur le perroquet à votre gauche n'y est plus. Donc vous êtes venu à pied. Si vous êtes venu à pied, a priori vous habitez très près, ou alors éventuellement vous êtes venu en voiture, mais a priori je ne pense pas. Et le mec me dit, le psy se marre parce que c'est devenu quelqu'un avec qui on s'entend bien. Ouais. Et je lui dis, bah, vous voyez, ça dans ma tête, c'est ça tout le temps. Tout le temps. C'est pour ça que je suis obligé de m'endormir avec des histoires. C'est pour ça que c'est assez insupportable. Et le TDAH, c'est une hyperactivité physique et parfois aussi une activité cérébrale qui est assez insupportable parfois. Donc voilà, ça j'ai découvert ça. J'ai découvert ça parce qu'on a eu quelques soucis avec mon petit garçon. C'est assez décousu, hein, mais je vais revenir à l'accouchement parce qu'il avait pas mal de soucis à l'école, d'attention, etc. Et puis il y avait une délicate maîtresse en CP. Alors pour une fois, je vais pas citer son nom ni l'école, mais une délicate maîtresse en CP où on lui avait dit, malgré on lui avait assuré notre soutien inconditionnel. Et à la suite d'un rendez-vous, on lui a dit, vous savez, notre fils pleure pour aller à l'école, il a des hauts le cœur, il se roule par terre, il veut pas y aller. C'était vraiment une terreur. Et elle me regarde, elle me fait, vous savez, dans chaque apprentissage, il faut qu'il y ait de la souffrance. Et là, il a passé des batteries de tests, et c'est à un moment donné où effectivement un neuropsychologue après, alors il a été testé au potentiel, machin, etc. Enfin, le parcours classique de l'ergothérapeute, le machin thérapeute, le ceci thérapeute et tout ça, jusqu'à un neuropsychiatre qui, après plusieurs examens cliniques et un test très long, diagnostique un TDAH. Et moi, je n'étais pas là. Il dit à la maman, mais est-ce que quelqu'un est touché dans la famille? Puisque c'est un trouble généralement génétique. Et là, j'entends TDAH et je regarde sur Internet et je vois ça. Et j'ai vécu un moment d'émotion avec tu rebondis toujours, avec le pourquoi j'ai pas fait d'études, le pourquoi en tout cas. Voilà, cette difficulté d'attention, le fait que je perds des choses partout, le fait qu'à chaque fois que je vais chez mon père, j'oublie un truc et il me téléphone toujours 2 minutes après en me disant fais demi-tour, t'as oublié ça. Et le fait que juste quand il me téléphone, c'est insupportable pour moi. Voilà, et j'ai compris pourquoi c'est insupportable, parce que ça relève ton défaut, voilà. Et dans le quotidien, c'est parfois très difficile à vivre pour les gens qui sont autour de moi. Donc, je remercie tous les gens qui ont vécu avec moi. C'est aussi un avantage au boulot. Et voilà, les gens qui veulent vivre avec quelqu'un avec du relief, c'est bien. Relief. J'ai du relief. Mais voilà, il y a 15 jours, j'ai jeté mes clés à la poubelle. Forcément, les éboueurs sont passés, les clés de ma voiture. Forcément, les éboueurs sont passés 15 minutes après. 3 jours après, j'ai jeté ma montre à la poubelle. Une belle montre, une Garmin, machin, etc. Une belle montre. Je l'ai jetée à la poubelle avec mes cartons. Enfin voilà, forcément, je l'ai jamais retrouvée. La perte des choses. Voilà, le fait de... Je disais une phrase qui était assez marrante hier qui disait des fois quand je suis en train de faire quelque chose,
je me rappelle plus de ce que je suis en train de faire. Mais c'est ça, je décroche le téléphone, je sais plus qui j'appelle, etc. Mais ça a aussi plein d'avantages. Et donc, je découvre ça avec beaucoup d'émotion. Et là, maintenant, j'ai revécu avec mon fils, je revis avec mon fils toutes les douleurs de la scolarité que j'ai eue, cette solitude. Parfois, je m'aperçois comme lui que je passais des fois beaucoup plus de temps à faire semblant de travailler qu'à travailler vraiment. C'est-à-dire que je mets en place des trucs qui durent 3 heures à faire semblant de travailler, alors que si je travaillais, j'aurais fait mon truc en 15 minutes. Et voilà, et c'est pour ça qu'il m'énervait. Et maintenant, il m'énerve moins. Oui, parce qu'il te renvoyait, il te renvoyait ça. Ouais, alors c'est des trucs mignons. Il a 3 multiplications à faire. Et je lui dis, non, bon, tu m'écoutes. La première multiplication, on va faire en 3 fois. Tu fais la première multiplication, tu te concentres sur la première multiplication, parce que s'il fait les 3, la première est nickel. La deuxième, il va oublier une retenue. Et la troisième, il va oublier le résultat. Donc il fait, et je lui dis la première, et après on fait une pause. La première, tu concentres la première. Et je le vois partir et se retourner. Papa, pardon, concentré. Et il arrive, il s'assoit, il fait non, oui, pardon, concentré. Donc c'est assez mignon, mais c'est une vraie difficulté. Et puis il est sans arrêt, c'est-à-dire que ce trouble fait que s'il n'est pas au cœur de l'action, s'il n'est pas au cœur de l'attention, il a l'impression qu'il n'est rien, qu'on l'aime pas, qu'il est très isolé. Ça fait partie des enfants qui ont quelque chose, mais vous savez pas quoi. En plus, vous savez pas quoi. Il est voilà. Une ex-compagne m'avait dit, ton fils, il est pas attachant. Dur. Ouais, délicieux. Et voilà, il a besoin d'être apprivoisé, et il a plein de connaissances, il est curieux de tout, mais il a du mal à dire bonjour, il a du mal à dire au revoir, il sait pas se positionner dans les liens affectifs, tout ça. Mais voilà, maintenant je comprends, et maintenant on l'aide. Et super bravo à sa maman, qui est pas TDAH, qui cadre bien les choses. Et qui parfois, tu vois, une petite scène qui me fait rire, c'est que des fois, on est tous les deux avec mon fils, on est tous les deux face à elle, et elle se penche vers nous, elle fait, bon, alors, on m'écoute bien, dans le cartable, il y a le doudou, ok, on n'oublie pas le doudou, ok, et dans l'autre sac de sport, il y a le jogging, on n'oublie pas le jogging, et c'est pas avec ces chaussures-là qu'il doit y aller, hein, c'est avec les autres chaussures. Et donc elle le fait, et je fais, n'en rajoute pas quand même. Et elle dit, oui, j'en rajoute. Non, pas tellement. Donc, c'est drôle. Elle sait un peu les bestiaux à qui elle a affaire, quoi. Ouais. Puis elle est vraiment, vraiment, les 2 mamans de mes enfants sont exceptionnelles. Donc, voilà. Avec celle du grand, j'ai pas de relation, et celle du petit, on a des relations très proches pour le petit, et c'est ce qu'on lui explique. On lui explique, on lui explique. Voilà, papa et maman, ils s'aiment très fort. Ils sont plus amoureux, mais ils s'aiment très fort. Et il le comprend bien, et il le comprend. C'est un inconvénient même pour lui, parce que quand on lui dit Noé là, non, il arrive aussi. Il dit papa, maman, elle a dit que je pouvais faire de la Switch là en semaine. Je dis bon, d'accord. Bon, je vais lui téléphoner pour vérifier. Hein. Attends. Pas tous les jours. Hein, elle m'a dit ça. Non, appelle pas. Donc, ok. C'est pas un vieux singe. Ouais. En train de faire des grimaces. Et donc il est né en Bourgogne. Et le truc, c'est qu'en Bourgogne, avec la naissance qu'il y avait eu de mon premier garçon, c'était quand j'ai vu la salle d'accouchement, machin, etc. Là, ça m'a renvoyé plein de trucs. C'était le post-trauma. Et je sais que j'étais dans la salle, et là, dès qu'il y avait un bip, je m'effondrais en larmes. Et j'ai dû pleurer, mais enfin, dès que je partais en vrille, dès qu'il y avait un truc, une porte, machin, etc. Et je me souviens de la maman qui était un peu saoulée, qui disait, va falloir que tu dises, que tu expliques pourquoi t'es comme ça, là, parce que là, ils vont pas comprendre, quoi. Si à chaque fois qu'il y a un bip qui fait, tu t'effondres en larmes, il faut que t'expliques les choses pour que... T'étais déjà suivi par un psy à l'époque? Tu t'avais appris à gérer ses émotions, à les canaliser? Non, pas du tout. Non. Juste, tu les prends en pleine gueule en permanence. Ouais, tout le temps. Voilà. Mais je crois que
comment t'as fait, putain? Je crois que ma vie, voilà, c'est trop, quoi. C'est tout trop. C'est à chaque fois qu'il se passe un truc, c'est trop. Et autant je le comprends aujourd'hui, autant j'espère que voilà, être trop. J'espère que mon grand, il m'en veut pas d'avoir été ce que je suis, quoi. Trop. Qu'est-ce qui fait que t'es pas allé voir un psy plus tôt dans ta vie? Alors, j'y étais une fois, juste avant de déménager. Je me souviens très bien. Je suis rentré, j'ai pleuré une demi-heure. T'es rentré chez le cabinet. J'ai pleuré une demi-heure. Elle m'a regardé pendant une demi-heure pleurer. Et je caricature à peine. Et elle m'a dit à la fin de la demi-heure, il fait bon, on va peut-être se revoir. Et elle a été géniale, mais je l'ai vu que 4 fois. Et ensuite, j'ai eu. Qu'est-ce qui fait que t'as arrêté? Mais parce qu'on déménageait. Ah oui, ok, d'accord. Et ensuite, j'ai eu les rapports avec les psys que j'ai vus après, un peu comme dans Will Hunting, où à chaque fois, je faisais, quand il y avait un mec je regardais le carnet de rendez-vous souvent. Quand il était blindé, je lui mettais des petits trucs que je lui disais et je voyais s'il revenait dessus ou s'il s'en rappelait ou si machin, etc. Et s'il s'en rappelait pas, il morflait. Et donc, ça n'avait pas de sens jusqu'au moment où j'en ai vu un thérapeute qui m'a dit un truc assez blessant une fois et lui, je suis revenu 3-4 fois derrière, mais la seule chose qui me motivait, c'était de lui foutre des torchers à chaque fois. Et je venais le pourrir. Et c'est lui qui m'a écrit en me disant qu'il se sentait pas capable de me recevoir et que il m'excusait mais il pouvait plus me revoir. Mais parce que voilà, il m'avait blessé et j'attaquais. Et puis après un psy sympa, donc j'ai fait c'était au moment de ma séparation où on a fait une route ensemble, et puis après j'ai déménagé. Mais ça a été des périodes assez courtes, hein. J'ai pas fait l'antidépresseur, juste une fois un mois, mais ça m'a pas plu du tout parce que moi j'aime bien affronter les choses, j'aime bien rentrer dedans la tête la première. Donc ça t'a aplati quelque part. Ouais, j'avais l'impression d'être sur la planète des bisounours, etc. Et ça me plaisait pas du tout. C'est pas du tout ma planète. J'aime bien la planète des bisounours, mais comme quand je la vis, quand je la maîtrise, quand j'ai envie de la vivre. Donc voilà, et puis assez introverti sur les sentiments parfois. Je me rappelle d'ailleurs que sur mon grand, quand on avait été voir le pédopsychiatre, nous avait dit alors expliquez-moi votre histoire. Et là, pour la première fois de ma vie, moi qui suis plutôt bavard, impossible de sortir un mot. Mais il n'y avait pas de mots qui sortaient. C'est pas que je voulais pas parler, c'est que je ne pouvais pas. Et c'était à l'époque ma femme qui avait pris le relais. Donc là, je me suis dit ok, il va falloir que je m'occupe un peu du truc, quoi. Et puis voilà. Et puis cette rencontre, c'est décousu, hein. Non, t'inquiète. Tu me racontais que l'accouchement a été. Ouais. Et puis compliqué en termes émotionnels. Donc ça après, ça a été. On a commencé à rire parce qu'on était. On était dans la chambre avec le petit et tu sais, à l'hôpital ils font visiter les nouvelles mamans les mamans qui sont enceintes, ils les font visiter et nous dès qu'on voyait passer un groupe, on était dans le chambre et puis on criait au secours, laissez-nous sortir. Et donc les infirmières, vous êtes lourds. Mais bon voilà, moi je pense que c'est peut-être ce qui saoule un peu mes enfants, mes 2 fils, de temps en temps, mon grand peut-être encore plus, c'est que voilà, j'aime bien rire de tout, sans limite. Tout est prétexte à humour, et avec l'humour en fait tu peux faire passer plein de choses aussi. Donc voilà, donc je pense que de temps en temps, il est vraiment lourd, sûrement. Même mes compagnes, hein, elles doivent dire ça souvent, mais c'est pas grave. Donc voilà, et puis ça a été un bébé super, gai, joyeux, rieur, voilà, et donc il est devenu un petit peu différent à partir de 3 ans, à cause de la séparation, parce ça a été difficile pour lui, pour sa maman aussi, pour moi aussi. Et puis le TDA généralement se déclenche, enfin on voit des petites choses qui commencent à partir de 3 ans. Et lui, contrairement à mon grand, n'a pas eu la chance d'avoir des instits, des instits top. Il a toujours eu des instits soit pas terribles, soit moyennes.
On peut dire que alors la première en maternelle, elle a été nulle. La deuxième a été bien, elle était sympa. Après, voilà. Enfin, bon, il a pas un parcours avec des gens super. Je sais que j'ai pas mal d'instit et de profs, tu vois, dans mon audience. C'est quoi les conseils que tu pourrais donner à des instits qui se retrouvent avec un enfant qui a un TDAH, par exemple? C'est super difficile parce que j'ai beaucoup d'indulgence sur les instits. Alors, sauf celle qui a dit il faut de la souffrance dans l'apprentissage. Oui. Mais c'est quand même difficile quand t'as les TDAH en France, c'est entre 4 et 8% en gros. Tu dis que t'as de l'indulgence, mais t'as quand même dit qu'elles étaient nulles. Tu vois, c'est pour ça que Non, oui, mais après il y a des qualités humaines qui sont là. Donc c'est pas parce que quelqu'un n'est pas bien, c'est surtout la qualité humaine que je juge. Mais il y a des gens, il y a la grande majorité des instits veulent bien faire, et même celle qui a parlé de souffrance, c'est une super instit. Elle est super instit pour 90% des enfants. Et les TDAH qui sont dans la même famille que d'autres troubles, les troubles anxieux, les troubles bipolaires, les troubles borderline, même les Asperger, etc. C'est difficile pour ces gens-là de pouvoir gérer des enfants qui sont 2, 3 peut-être dans la classe, et alors qu'ils ont une classe de 30. C'est difficile de gérer les enfants d'une manière différente, et puis aussi sans savoir que si les parents font partie de l'équipe, ou si les parents sont en opposition, ou si tu vois, aujourd'hui on a rendez-vous avec l'institutrice de mon fils, qu'il aime beaucoup, mais on a du mal à communiquer. Je pense que elle est sans doute inquiète de savoir si on est de son côté ou pas. Nous, on communique sans notre fils, c'est-à-dire que l'école a raison, l'institutrice a raison, et même que c'était l'autre bonne femme du CP. Mais voilà, donc restez à l'écoute. Je crois que je dirais aux instits, identifiez les parents s'ils sont bien dans votre équipe. Et puis voilà, et puis essayez de communiquer. Même tu vois là, si on voit l'instit ce soir, c'est parce qu'on n'arrive plus. Enfin, on communique, on n'a pas de réponse à nos mails et à nos mots. Et peut-être qu'elle a plein de boulot, mais juste le fait de dire ok, c'est vu, peut-être de dire de temps en temps, de tenir au courant, de temps en temps de dire est-ce que vous avez un problème, etc. Voilà, d'avoir une communication, si petite soit-elle, mais d'avoir une communication, et puis d'accepter la différence et pas de dire si j'étais à votre place. Tu vois, la phrase des abrutis concernant la TDAH, la pire phrase, c'est votre enfant il est pas hyperactif, il est juste mal élevé. Alors oui, il y a des enfants hyperactifs mal élevés, mais il y a aussi des enfants qui ont un TDAH hyperactif ou pas, qui sont très bien élevés, mais qui ont cette petite différence. Et c'est pas une excuse, c'est une différence qui est pas une excuse. Et et comme je dis à mon fils, c'est un super pouvoir. T'as un super pouvoir avec des inconvénients, voilà. T'as une Ferrari, mais le problème avec les Ferrari, c'est qu'elles touchent les dodanes, t'arrives pas à les garer, etc. Tu vois, j'exagère, c'est pas une Ferrari, mais c'est différent, c'est un langage. C'est comme s'il parlait russe et qu'il était dans une école où il y avait que des gens qui parlaient italien et que italien, quoi. Voilà, donc il faut apprendre à se comprendre, il faut apprendre à s'exprimer, et il faut lui donner des codes pour qu'il avance et puis qu'il puisse faire de ce super pouvoir un vrai super pouvoir. Oui, puis on peut rappeler que c'est une condition médicale aussi, tu vois. C'est pas parce que je sais qu'il y a des parents qui disent, qui autodiagnostiquent leurs enfants, tu vois, assez rapidement en disant, en fait moi mon môme il est hyperactif parce que effectivement il bouge beaucoup, etc. Mais votre côté, ça a été un vrai chemin médical, quoi, pour en arriver là. On a cherché. Et alors, nous, si tu veux, le truc qui est difficile, c'est que je connais des gens je connais une dame qui a un enfant qui a un TDAH, mais qui habite à la campagne, qui n'a pas eu la curiosité que nous avons eue sur Internet de chercher, de se documenter, d'assister à des conférences, de se mettre dans des associations, etc., et qui se sent assez démunie et qui est sur un schéma classique de médecin généraliste, de sécurité sociale, de je fais des trucs parce que c'est remboursé. Nous, on a un petit peu plus d'aisance, donc on a été au-delà de ces choses-là, et on est prêt à tenter d'autres choses, comme le neurofeedback, comme des choses comme ça, mais on a une vraie curiosité par rapport à ça, et puis ça m'a touché, donc ça me parle encore plus. Et que le TDAH, c'est un risque multiplié par 5, 10,
d'addiction, drogue, alcool, de suicide, de ceci, etc. C'est-à-dire que tout est vécu, c'est trop. Tout est vécu trop. Quand on dit à mon fils, quand il est puni, c'est pas une punition, c'est une sanction terrible. Et non, ça c'est trop. Quand il aime ses copains, il les aime trop. C'est le gros lourd, quoi. Tu vois, celui qui veut toujours l'attention de ses copains. Si ses copains pouvaient lui dire toutes les 5 minutes, je t'aime, et si possible, en lui mettant la main sur l'épaule ou en lui caressant le dos, il serait rassuré. Sauf que ça n'existe pas. Donc moi, c'est quand il était petit, je me souviens d'une fois où il était, je sais pas, à 3h du matin, où je l'entends hurler dans sa chambre. Et il m'appelait papa. Et j'ai dit oui. Moi, je me réveille. Je dis quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Il fait papa, je t'aime. Mais on dort. Tu sais, ça me rappelle le sketch de 3h, de Muriel Robin, 3h du matin. Moi, à 3h du matin, je n'aime personne. À 3h du matin, je dors. Tu vois? Voilà. Et il a besoin. Et le matin, il a besoin que je lui dise, que je l'amène à l'école. Il a besoin que je lui dise, voilà, t'es fort, mon garçon, t'es fort. Et je t'aime. Et il part comme ça. Donc, ça me fait penser que, voilà, je suis trop. Oui, c'est un miroir pour toi fou, quoi. Cet enfant. Ouais. Et puis c'est dur, hein. C'est dur? Ah ouais, c'est dur. C'est dur parce que tu sais, tes enfants, c'est comme s'il avait le pouvoir de vivre être à leur place. Et quand il est isolé de ses copains, je sais que c'est dur. Quand il reçoit pas ce qu'il a envie de recevoir, sa dose d'amour ou sa dose de potes, voilà. Je veux dire, c'est dur quand il n'est pas invité à un anniversaire alors qu'il aurait bien aimé y aller parce que lui, il considère que c'est un super copain. C'est dur. Tu revis par procuration les trucs que tu as pu vivre quand tu étais gamin, c'est ça? Ouais, bien sûr, ouais. Voilà, il est un peu différent comme j'ai été un peu différent, mais je me dis... Voilà, j'ai pas pu faire d'études, des problèmes d'attention, des problèmes de distractibilité. Ça, la distractibilité, c'est terrible. Je t'ai parlé tout à l'heure de ce que je disais à mon psy en définissant tout, mais c'est aussi comme si vous aviez un radar dans la tête. Et d'ailleurs, je suis en train d'écrire un spectacle là-dessus qui vous disait attention, là, à droite, t'as un oiseau. Donc, oiseau, vol, avion, vacances, avion, voilà. Oh, là, une voiture à gauche, oh, il y a une dame avec une robe rouge. Pourquoi elle met une robe? C'est l'hiver. Voilà. Et c'est cette distractibilité tout le temps, et je le vois quand il travaille. Voilà. Et c'est très difficile de se concentrer sur un truc. Et les TDAH, généralement, ils ont une capacité de distractibilité énorme, donc une capacité d'attention qui est très limitée, mais par contre, sur quelque chose qui les motive, ils vont être là en hyper-focalisation. Donc pendant une période, c'est plus le cas, mais il était hyper-focalisé sur les Lego. Il pouvait te monter un truc pour les gamins qui avaient 5 ans ou 6 ans de plus que lui sur le mode d'emploi, mais lui, il était focus là-dessus, et il te faisait tout sans aucune difficulté. Ok. Est-ce qu'il y a un sujet sur lequel je t'ai pas amené, dont tu aurais aimé parler? Un sujet... Écoute, non. Oui, non, j'en sais rien. Voilà, je pense que moi, je vis les choses. Mon mode de communication, c'est l'humour. Je vis les choses d'une manière optimiste, et je crois que c'est vraiment une discipline de vie et que c'est parfois difficile, mais voilà, je suis membre de la Ligue des optimistes de France. Voilà, je viens de renouveler ma cotisation. Je fais un appel à ceux qui veulent cotiser à la Ligue des optimistes. C'est une vraie ligue qui existe vraiment. Ouais. D'ailleurs, qui est le vice-président, c'est Philippe Gabillet, qui est un mec absolument incroyable, qui a des enfants, donc ça serait... interroge-le, c'est un mec absolument fabuleux qui a fait une vidéo sur la chance, qui est une vidéo qui dure 6 minutes. Donc Philippe Gabillet, la chance, regardez sur YouTube, c'est une vidéo que je montre à tous les gens avec qui je travaille. Et puis comme sujet, non, je remercie 10 000 fois les mamans de mes 2 enfants pour ce qu'elles sont. Je remercie les gens avec qui j'ai travaillé, avec qui je travaille, qui sont et à la fois patients et à la fois complémentaires de tout ce qu'on fait. On fait des choses, nous on a des grosses équipes, donc on embauche beaucoup et on fait des choses avec beaucoup d'humanité et on s'occupe beaucoup des gens, et je crois qu'on est voilà, on a une équipe qui fonctionne bien. J'ai un boulot que j'adore, j'ai plein d'activités que j'adore, et je me dis que j'arriverai jamais à vivre
tout ce que j'ai envie de vivre, même si je vis jusqu'à 150 ans. J'ai 2 dernières questions pour toi. Vas-y. L'avant-dernière question, c'est quoi le truc que tu aurais aimé savoir ou que tu aurais aimé qu'on te dise avant que tu deviennes père sur la paternité? Écoute, je sais pas, et quand tu me poses cette question-là, je vais rebondir sur un autre truc ou une phrase qui te dit n'essaye pas d'être quelqu'un d'autre, la place est déjà prise. Donc sur le même thème, sois toi-même avec tes imperfections, tes qualités, et puis sois toi-même, ouais. Il faut que t'aies des valeurs et respecte tes valeurs. La dernière question que je pose à tous mes invités, mais je vais la customiser un peu pour toi. Si demain ton fils aîné écoute ce podcast, qu'est-ce que tu as envie de lui dire? Ouais, ça c'est dur. Là. J'ai envie de lui dire, je sais pas, pardon, je sais pas pourquoi. J'ai envie de lui dire que je l'aime. Et comme mon message, je pense à toi, je t'aime fort, et je me réjouis du moment où je te reverrai. Imagine ton fils, ton deuxième, écoute ce podcast dans 10 ans. Il aura 20 piges. Qu'est-ce que tu as envie de lui dire aujourd'hui? J'ai envie de lui dire que je suis sûr qu'il il faut qu'il soit lui-même. Je sais pas si quand il aura 20 ans, il aura fait des grandes études, des petites études, des moyennes études. Je sais pas où il sera, mais qu'il se rappelle toujours que il a en lui un super pouvoir et pas le TDAH, un super pouvoir tout court. Et je crois que il faut qu'il exploite ce super pouvoir. Que peut-être qu'il aura fait des erreurs, peut-être qu'il fera des erreurs, mais qu'il soit lui-même, que je l'aime, que autour de lui il y a que des gens, il y a plein de gens qui l'aiment, et voilà, et profite à fond, et papa est là. Merci Axel. Merci de tout ça. J'espère que c'est pas trop décousu, qu'on verra pas le bordel qui est dans ma tête. Comme dirait Coluche, je disais putain, il y a un bordel dans sa tête, il fait j'aimerais pas habiter là. Ouais, je crois que ça, c'est un peu ça. Mais j'aime les gens avec qui j'essaye d'être vrai, et je crois que je le suis. Je crois aussi. Merci à toi. Merci beaucoup pour votre écoute. Avant de nous quitter, si vous avez aimé ce podcast et cet épisode, merci de lui mettre un commentaire sur Apple Podcasts et 5 étoiles de préférence. C'est le meilleur moyen de le faire connaître. Vous pouvez faire comme Joe Lesquimo qui, le 11 août 2020, a mis 5 étoiles en disant « Arrivé ici en cherchant des informations pour la naissance prochaine de ma fille, je suis tombé sur un podcast qui change la vie. Je le conseille aux futurs papas, mais aussi aux autres. Les histoires sont intéressantes pour la vie. » Merci d'avoir lancé cette super initiative et merci à tous les darons qui partagent leurs opinions et leurs histoires. Un grand merci à toi, et vous aussi vous pouvez faire pareil. Vous vous rendez sur Apple Podcast et vous cherchez Histoire de Daron directement dans l'appli ou sur votre ordinateur. Merci à vous et rendez-vous tous les premiers et troisièmes lundis de chaque mois à partir de 6h du matin pour un nouvel épisode d'Histoire de Daron. Un grand merci à vous pour votre écoute.